Alors que le Québec est en confinement, isolé chez soi, rien n'arrête cette balado, puisque nous avons décidé de continuer grâce à la technologie. On est capable de rejoindre nos chroniqueurs qui sont à la maison, donc on est très, très heureux de vous présenter ce 22e épisode de la balado de Fred Savard. Et oui, évidemment, on s'est ajusté pour ce 22e épisode. D'ailleurs, on devait être sur la route aussi cette semaine. On devait être à Sainte-Camille. Évidemment, tout ça a été mis sur la glace pour l'instant. Pas trop d'annulations. On avait une dizaine de sorties de prévues. Alors moi, je me suis dit que ça serait vraiment intéressant de poursuivre l'aventure quand même et de vous offrir cet épisode. Alors, évidemment, Godefroy Lorando sera avec nous de la maison pour nous... j'ai chargé Godefroy d'être l'espèce de surveiller ce qui se dit, ce qui se pense, ce qui se répand au sujet du COVID-19. Les gars, une grosse semaine aussi au travail liée à cette épidémie. On a également, c'est le retour de Benoît Chartier. Benoît Chartier, qu'on avait entendu, ça fait longtemps, et lui s'est penché un peu sur ce concept du bidet, sur l'histoire un peu du bidet, et pourquoi le bidet n'est pas si populaire encore en Amérique du Nord. C'est vraiment une belle idée qu'il a eue. Et j'ai demandé à Simon Jutras de la Balado Ludique, qui est un spécialiste des jeux de société, de venir nous parler du jeu Pandémie, entre autres, et de cette idée comment je pourrais dire, cette très bonne idée de jouer à des jeux de société en tout temps, évidemment, mais particulièrement en ce temps d'isolement et de peut-être découvrir cet univers qui est vraiment, en tout cas, nous, pour l'instant, à la maison, c'est ce qui anime nos journées. Alors, voilà, c'est cet épisode, ce 22e épisode de la saison 2 que je suis très heureux de vous offrir. La bataille va être dure, la bataille va être longue, elle fait juste commencer. Mais je suis convaincu qu'ensemble, on est capable de la gagner. Corona 19. C'est bien dégueu, ça, Fred. Ouais, ben excusez, là, oui, on est en cellule de crise, effectivement, mais je trouvais quand même important de mettre un peu de touche, une toute petite touche d'humour, Godefroy Lorando, dans votre identification. Oui, c'est Parce que vous avez... faut dire aux gens que vous n'aviez pas entendu encore ce qu'on a préparé, moi et Larry. Cette semaine, c'est moi et Larry qui sommes à la réalisation. C'est vraiment on doit s'adapter. Là, vous êtes, vous êtes chez vous, Godefroy? Ben oui, je suis dans un de mes deux chez moi, en effet. Oui, donc, je suis à quelques rues de chez vous, oui. Mais moi, j'étais prêt, Fred, à aller vous rejoindre chez vous. Et j'ai dit non. On va être à quelques... On a des longs fils d'XLR. On aurait pu s'installer à 10 pieds de distance, 20 pieds. Mais non. Oui, mais là, j'ai acheté un petit Gugus qui nous permet de... ça sonne quand même assez bien. Oui, j'ai hâte de l'écouter. Oui. Alors, là, vous avez pensé... C'est un Gugus que vous avez fait venir... Non, je l'ai acheté dans un magasin à 2 mètres de distance d'un vendeur. En fait, c'est que je l'ai acheté... En fait, j'ai pris des risques 2 fois. C'est-à-dire que je suis allé chez Archambault, donc dans l'Empire québécois. Ça, c'est le premier risque. Et le deuxième risque, c'est que j'étais quand même dans un magasin physique avec des gens. Mais cela dit, j'ai eu un service super. Et j'ai acheté deux bidules, en fait, qui nous permettent de brancher un cellulaire sur un micro de radio pour que ça sonne quand même assez bien. Alors, voilà, donc ça nous permet de vous avoir comme ça, en mode crise. Mais Fred, j'ai hâte qu'on se retrouve après tout ça là, pour se taper dans les mains et puis se dire que tout ça n'était qu'un rêve. Ça se peut que ça n'arrive jamais, Godefroy. Mais là, vous avez passé, il paraît que vous avez passé une semaine particulière. Fred, je vous ai préparé une chronique en 3 volets. Parce qu'évidemment, déjà, j'avais pensé à vous appeler quelque part dans la semaine pour vous dire Fred, je ne serais pas capable. Je ne serais pas capable parce que j'avais envie de faire quelque chose sur le coronavirus, mais ça a tellement été une grosse semaine à la job et dans ma vie en général que je commençais à écouter des podcasts puis à lire le soir, puis je me sentais paniqué. Je me disais, je ne pense pas d'être capable. Et finalement, rendu à mardi, là, j'ai pris mon air d'aller et puis... me voici. Bon, mais ça, c'est une... Je n'ai plus peur de rien, mais ceci dit, dans les CPE cette semaine, là, vous avez dû le voir aux nouvelles, Fred, c'était pas une semaine normale. Oui, effectivement. Mais c'est pour personne, en fait, mais particulièrement les CPE. Ben, particulièrement, les CPE, c'est quand même un endroit où c'est des journées intenses, mais les journées se ressemblent quand même. Des enfants arrivent, on s'en occupe. Les gens font leur travail, mais puis des fois, il y a une petite gastro qui passe. Ça peut être assez catastrophique, mais on est habitué. Et là, on s'est fait dire vendredi, les enfants étaient tous en congé déjà, les enfants d'école. Et donc, plusieurs éducatrices étaient en train de jongler avec le problème que leurs enfants soient pas à l'école. Ouais.
Et là, on se fait rajouter le fait que là, les CPE aussi vont être fermés pour 2 semaines. Et ça, déjà, j'ai jamais vu ça de ma vie. Et je me disais, écoutons, ça va simplifier la vie à bien du monde si on peut rester à la maison. Mais on s'est fait dire, vous travaillez quand même. Donc, on va faire du télétravail. On s'est fait dire ça. Ouais. Là, Donc, mais comment ça, quand on travaille en CPE, le télétravail, c'est quoi? Les gens vous amènent leurs enfants à la maison? Ça n'aurait pas beaucoup de sens, hein? Mais non, c'est plutôt une question de... déjà, il y a un travail, on ne peut pas faire à 8 heures par jour de ce genre de choses-là, mais il y a des lectures à faire, il y a de la pédagogie qu'on n'a pas souvent le temps de faire dans le tumulte de la vie au CPE. Et c'était pas fou de dire, on va en profiter pour faire avancer des dossiers d'enfants, des lectures, faire des appels, et puis que nous, comme directeur, on pouvait soutenir nos employés à distance, faire du 1-1 comme ce qu'on fait en ce moment, par téléphone ou par visioconférence. Et puis, on était prêts à ça, même si c'était un peu inusité. Donc, les gens se sont arrangés une semaine à la maison. Et dimanche, autour de 4 heures, mon téléphone sonne et je me fais demander qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai dit, j'ai aucune idée. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une conférence du ministre, le ministre que personne n'avait jamais vu, le ministre des CPE. Et il nous a dit, hey, les copains, tous les CPE vont être ouverts lundi. Mon Dieu, et là, on se dit, qu'est-ce qui se passe? Et finalement, la raison, c'est la meilleure des raisons du monde, c'est que les CPE, finalement, allaient offrir un service, donc à plein régime. Tous les CPE ouverts, ça veut dire appeler tout votre monde, mobiliser toute votre équipe, tout le monde doit être là lundi matin. Et là, on est dimanche en fin d'après-midi. Et la raison pour laquelle on réveille tout le monde et on les ramène au travail, à une époque où tout le monde se fait dire « restez chez vous », la raison pour laquelle on faisait ça, Fred, c'était pour répondre aux besoins de garde de gens qui doivent continuer à travailler et qui font partie des services essentiels. Oui. Donc, vous avez sûrement vu ça dans les médias, tout le monde l'a compris. Les infirmières, les pompiers, les policiers. Et les gens qui travaillent dans les épiceries, qui nous vendent de la nourriture. Qui nous sauvent la vie au quotidien à Oui. coups de tranches de pain blanc. Oui. Et Fred, c'est assez émouvant parce que je dirais que les éducatrices que moi j'ai appelées, on s'est mis sur le téléphone. Et on leur dit, écoute, c'est pas une blague, on rentre demain. Et non seulement on rentre demain, mais ce ne sera pas pour notre clientèle habituelle. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que les parents du CPE, de tous les CPE, s'ils s'étaient présentés dans leur CPE le matin du lundi cette semaine, ils se seraient fait refuser. C'était uniquement pour des gens de services d'urgence, des enfants de services d'urgence, et c'est des gens qu'on ne connaît pas. Et donc, théoriquement, lundi matin, on attendait 20, 30, 40, 50, 100 enfants qu'on ne connaissait pas. Bon, c'est ça que j'allais dire, c'est que j'allais dire, là, vous avez vos listes, vous savez que parmi les enfants qui fréquentent votre CPE, vous savez qui, en tout cas, je pense, travaille dans le milieu de la santé. Mais là, c'était pas ça. C'est que dans le fond, le gouvernement ouvrait les CPE et là, les médecins, les infirmières pouvaient amener... et les infirmiers aussi, je ne veux pas genrer ces professions. Ben non. Ce qui est fou, c'est que les équipes ont réagi, tout le monde était là. Et tout le monde y allait à son corps défendant parce que les gens laissaient leur famille chez eux. Oui. Alors qu'on voit Arruda qui nous dit tous les jours, restez chez vous, n'échangez pas. Faites des tartelettes portugaises. Exactement. Restez chez vous et là, on se fait dire, vous faites partie du système de santé, du système d'urgence, soyez là. Et Fred, j'ai été extrêmement fier de la réponse des équipes d'éducatrices, puis de la direction aussi, puis de la cuisine du CPE. Tout le monde était là. Ce qui est un peu flyé, c'est qu'il y avait finalement, Fred, excessivement peu d'enfants. Oh. Genre 3. Ouais. Mais ça veut dire, est-ce qu'on peut en déduire quoi que ce soit? Non, pas vraiment. Tout ce qu'on peut déduire, Fred, c'était le début de la semaine, fait qu'il fallait qu'on reste ouvert quand même, il fallait qu'on offre le service. À la grandeur du Québec, ce qui a été recensé, là, en moyenne, c'est 9000 enfants qui ont utilisé les services d'urgence des CPE, mais 9000 enfants répartis sur 3000 CPE, donc ça vous fait 3 enfants en moyenne par CPE. C'est sûr qu'il y a des CPE qui ont eu une vingtaine d'enfants, mais il y en a aussi qui en ont eu 0. Ouais. Et donc, j'imagine que dans les prochaines semaines, il va y avoir peut-être de la fermeture de certains CPE puis des regroupements. Mais le moment où les éducatrices sont ramassées dans le CPE, loin de leurs enfants à eux, dans un CPE vide, il y avait un certain sentiment de « qu'est-ce qu'on fait là? » Ouais, évidemment. Et il fallait occuper tout le monde et j'ai trouvé ça, moi, spécial là, d'être en attente que mon ministre m'écrive pour me dire qu'est-ce que je fais avec mon équipe, est-ce que je les renvoie à la maison, est-ce que je suis obligé d'ouvrir quand même? Et c'était beaucoup d'incertitudes qui ont duré, je dirais, jusqu'à mercredi. Ouais. Et donc, les équipes se sont mobilisées à 100% jusqu'à mercredi, à peu près dans tous les CPE, pour accueillir 3-4 enfants. Et c'était vraiment à compte courant de la logique. Et j'ai trouvé ça
J'ai trouvé ça dur, vraiment, de répondre à mon équipe. Je ne sais pas exactement ce qui s'en vient. J'imagine qu'on va être capable de vous laisser partir chez vous bientôt, mais on attend. Et ça m'a fait penser, Fred, à... Avez-vous déjà fait du bateau? Très peu. Bon, mais moi, j'ai fait de la planche à Moi, voile. j'aime beaucoup l'eau. J'aime beaucoup me baigner, mais j'aime pas tellement les sports aquatiques, les sports de voile, les sports de bateau, là. Moi, oui. Et puis moi, j'ai fait beaucoup de planches à voile. J'ai flushé beaucoup de monde dans ma vie pour faire de la planche, vraiment. Ouais. Et le principe de la planche, là, c'est que tu es tout seul sur un board et tu réagis au vent, tu réagis aux vagues et c'est instantané. Et quand tu embarques sur un catamaran, là, c'est beaucoup plus gros. La voile est immense, puis tu as beau te pendre sur ce qu'on appelle le trapèze. Là, tu t'attaches à une corde, puis tu as beau tirer ce que tu veux, ça donne rien. C'est le gars qui a le gouvernail en main qui peut faire tourner le bateau. Mais il y a besoin de toi. Et ça, c'est François Legault, ça. Et notre capitaine en ce moment, Fred, c'est François Legault. Et j'attendais des nouvelles de lui cette semaine. J'attendais qu'il me dise quoi faire. Ouais. Et François Legault, il a la main sur le gouvernail. Oui. Pas Trudeau, mais Charest avait les mains sur le volant. Oui. Mais Legault a les mains sur le gouvernail et Arruda... Et je pense que, excuse-moi, dans le cas de Charest, je pense que le mot-clé dans volant, c'est vraiment les 3 premières lettres, c'est vol. Ah, peut-être, je ne sais pas. Vous avez lu des livres que je n'ai pas lus. Et, mais bref, Arruda, lui, le pinch au vent, explique... un peu, il pointe à Legault où aller. Et nous, on est des petits pions, des petits bonhommes qui sont capables de mettre un peu de poids dans la voile, Fred, mais si tout le monde ne tire pas dans la même direction, il n'y a rien à faire. Et donc, tu sais, on peut bien se dire qu'on fait de la distanciation sociale, vous et moi, aujourd'hui. Ouais. Hein, on a pris des décisions de rester chacun à notre bord. Mais si on avait joué au COSOM dans une demi-heure après, avec 10 gars qui se disent « Bon, on a 40 ans, on est en forme, on n'est pas à risque ben, ça donne pas grand-chose. » Ouais, mais là, j'ai pas l'impression que les gens font ça nécessairement. Là, on sait qu'il y a des cas, il y a eu des appels aux plus jeunes, et là, aujourd'hui, là, on est, il faut le dire, là, parce que les choses vont très, très, très vite. Nous sommes jeudi, le 19 mars. Là, il y avait un appel dans le point de presse du gouvernement aux personnes âgées, entre autres aux baby boomers, qui, eux, semblent, en tout cas, certains semblent ne pas prendre ça au sérieux. Mais moi, dans mon entourage, j'ai l'impression, et j'ai appelé les gens de ma famille, j'ai appelé des gens d'un cercle plus large que mes amis et mes collaborateurs qui ont les deux mains dans l'actualité et qui savent. Et j'ai quand même senti que les gens étaient conscients de faire attention. Moi, ce qui me fait peur, c'est le printemps qui s'en vient, le beau temps, quand ça va faire un mois et demi, 2 mois qu'on est en dedans. Et c'est ça qui va être à surveiller, en fait, je pense. Mais à date, je trouve ça quand même... Je suis étonné quand même. C'est vrai, moi, je vais travailler tous les jours cette semaine, malheureusement pour moi, mais il fallait que je le fasse. Je suis en vélo, donc je ne me sens pas à risque non plus tellement en vélo, à part de me faire ouvrir une porte dans la face, ce qui est toujours un risque. mais j'ai croisé beaucoup de monde, Fred. Puis je connais des maquilleuses coiffeuses qui mettent leurs doigts dans la bouche du monde pour leur faire des belles dents. Et pour des shootings photos de mode. Oui, et tout ça pour vendre des jupes. Et ces shootings-là ont été annulés genre à partir de hier. Tu sais. Fait que c'est pas facile. Même, je comprends les gens qui veulent travailler, mais il y a encore du monde dehors, Fred. Je suis sur Iberville en ce moment, puis je pense pas que c'est toutes des infirmières qui se promènent. Non, effectivement. Et Fred, dans 2 mois d'ici, moi, mon impression, c'est qu'on va avoir tellement eu peur qu'on va rester en dedans. Mais on en reparlera. Là, Fred, on arrive au 2e volet. En fait, mais Godefroy, ce que j'ai l'impression, c'est que les gens vont se réunir en chalet, vont vouloir quitter la ville, et c'est là peut-être que le virus va se propager, parce que, et d'ailleurs aujourd'hui dans le point de presse du gouvernement, il y avait cette idée-là idéalement de ne pas aller visiter des gens dans d'autres régions pour ne pas amener... Bon, c'est ça, mais là, sauf que là, quand il va faire beau, les gens vont dire, ben là, écoutez, on est en confinement, aussi bien aller se confiner dans un chalet, on peut plus voyager de toute façon, on peut plus aller en vacances, sinon on avait des voyages prévus aux États-Unis, on va les faire au Québec, et c'est peut-être... Évidemment, on fait des scénarios... allez dans votre chalet, puis comptez le nombre de personnes. Si vous êtes tout seul, ça va. Et si vous avez un chalet, bravo. Oui, effectivement. Effectivement. Moi, j'ai pas de chalet, donc ce ne sera pas un problème. Mais Fred, on arrive à la 2e portion de ma chronique, qui est le volet un peu plus classique. Ce que les gens appellent maintenant, là, vous avez dû sûrement en entendre parler, là, la Lorandose. Oui. Les gens en parlent. C'est sur toutes les lèvres. Oui, c'est ta dose de Lorando. Oui. Sur toutes les lèvres. Et donc, je commence avec... Fred, vous avez remarqué que le ton a changé à la Maison-Blanche? Oui. Parlant de capitaine de bateau, en voilà un que je ne voudrais pas avoir. Non. Lui et son ami à la moumoute orange, Boris Johnson. Oui. Mais c'est vrai que c'est étonnant, ça. Et Fred, mais le changement de ton. Oui, mais tard. Oui.
Mais au dans moins, un il y a eu cas- changement. Parce que ça ne présageait pas ça. Est-ce que vous savez ce qui a potentiellement, j'ai pas la réponse, mais des hypothèses que j'ai lues, pourquoi est-ce que ça a changé? Je pense que Qu'est-ce M. qui fait Trump qu'il a été atteint? a vu son bon ami, M. Bolsonaro, avoir le teint pâle, le livide et pas avoir l'air de filer. Non, et Fred, vous faites des blagues, hein? Ben, Je vous reconnais, hein? Ben Vous oui. êtes toujours avec nous. Ça fait du bien. Ça fait du bien, je suis content de voir ça parce que moi, je n'entends pas à rire. Ah, Mais d'accord, non, excusez-moi. notre ami Trump a reçu une copie d'un rapport sorti de Londres, réalisé par des épidémiologistes, qui a été partagé donc avec la Maison-Blanche. Et c'est un scénario très, très sérieux, développé, et qui stipulait que si la Maison-Blanche ne prenait pas de moyens radicaux, donc si les choses allaient comme elles allaient déjà, Ouais. est-ce que vous savez les prévisions de mortalité aux États-Unis? Puis là, on commence à être moins dans l'inconnu. On a vu la Chine, on a vu l'Iran, on a vu l'Italie. Il y a des modèles, là. Il y a des modèles qui commencent à devenir plus précis. Oui. Savez-vous combien de morts étaient prévus dans cette hypothèse-là, Fred? 1 million? C'est 2,2 millions. 2,2 millions, bon, mon Dieu. Okay. Alors, c'est une catastrophe. Oui. Et donc, là, on n'en est pas là. Donc, il y a une réaction. Il y a des bateaux géants qui s'en viennent. Mais Godefroy, pour sauver tout le monde. Mais pourquoi, soudainement, Donald Trump, à la vue de ce rapport, fait par des épidémiologistes, a décidé d'accorder de l'importance au point de vue de scientifique? Fred, je pense qu'il y a quelqu'un d'assez brillant a dû lui faire croire que c'était son idée. Oui. Ah, ça, c'est peut-être ça le truc. C'est sans doute ça qui est arrivé. C'est ce truc. Et parlant de Monsieur Trump, le virus que vous avez créé est en train de faire de vrais morts. Et ça pourrait nous toucher, pas juste des Chinois. Oh my God! Parlant de catastrophe, il y en a une qu'on peut voir en direct, c'est en Italie. Oui, tout à fait. En Italie, Fred, les mesures radicales ont été prises, mais en ce moment, on récolte ce qui a été fait il y a 14 jours. Ce qui n'a été pas pris. Exactement. Comme mesure, ouais. Et sans m'étaler, là, j'ai vraiment des informations intéressantes. Un hôpital, par exemple, en Italie, de 1000 lits. Oui. Un hôpital précis, ce n'est pas des chiffres hypothétiques que je vous donne, c'est ce que j'ai lu. Pour résister à ce que le système de santé ne s'effondre pas, voici le genre de choses qu'ils ont dû faire. Donc, 80% des salles de chirurgie ont été transformées en salles de soins intensifs pour des malades, tous en détresse respiratoire, à cause du coronavirus. 70 nouveaux patients par jour à peu près, parfois 100, uniquement pour le coronavirus dans un lit de 1000 places. Imaginez-vous à quelle vitesse ça se remplit. Cardiologues, allergologues, rhumatologues, tous formés pour autre chose et qui se font former en catastrophe pour manipuler des respirateurs et intuber du monde. Et ce n'est pas suffisant. La journée de la lecture que j'ai pu faire, là, c'était 460 infirmières qui étaient malades dans cet hôpital-là de 1000 lits, cette journée-là. Une journée dans un hôpital comme ça, quelques-unes en quarantaine, certaines en épuisement et d'autres simplement malades, pas toutes du coronavirus, mais imaginez-vous le nombre de personnes que ça mobilise. Et ce que les médecins disaient, c'est on pleure tous les jours parce qu'on n'est pas capable de sauver le monde parce qu'il y en a juste trop. Ouais. Alors, si c'est pas catastrophique, ça... Ce qu'on parle, Fred, c'est une vague, si le pic rentre à fond comme en Italie, et comme je pense que ce qui va arriver aux États-Unis, Fred, on parle d'une vague de gens critiquement malades qui ont besoin de soins intensifs de 4, 5, 10 fois supérieure à la capacité de réponse de n'importe quel système de santé. Et rappelons qu'aux États-Unis, il y a 11 millions de personnes qui n'ont pas de statut officiel de citoyenneté, donc qui ne vont pas se faire tester, qui ne vont pas probablement se faire... En fait, qui ne peuvent même pas se faire soigner et qui doivent, en majorité, évidemment, il y a des personnes qui vivent de l'itinérance là-dedans, mais il y a aussi plein de travailleurs illégaux qui ont des emplois précaires qui ne pourront pas arrêter de travailler. Et là, vous en avez 11 millions comme ça, et vous en avez 27 millions en plus qui n'ont pas de couverture d'assurance maladie, donc qui ne vont pas non plus payer pour se faire tester, bien que là, j'imagine que le gouvernement va payer, peut-être en tout cas va offrir les tests aux États et qui vont et qui n'ont pas de couverture. Donc, c'est un potentiel de 30 millions de personnes qui ne vont qui ne feront pas attention, mais qui sont des vecteurs de transmission. Fred, ça va être quelque chose. Oui. Tout à fait. Ça va être quelque chose. Je ne suis pas scientifique, je ne suis pas un spécialiste, là, mais ce que j'apprends depuis 2 semaines là-dessus, là, c'est pour un pays aussi gros, aussi populeux, avec des aussi grosses villes et qui a autant mal réagi, moi, je m'attends à ce qu'on voit des catastrophes, tout simplement. Et ce que je comprends, là, et ça me permet d'insister sur ce que nos capitaines nous disent, Fred, c'est que les réponses techniques qu'on peut apporter une fois que l'épidémie est lancée à plein régime, elles sont
bien futile Oui. comparé à ce qui peut être fait avant. En amont, oui, tout à fait. Exact. Et donc, on a vraiment l'impression que les moyens qui ont été pris, ça fait même pas une semaine, Fred, imaginez-vous. Oui, C'est incroyable. C'est fou, c'est incroyable. Moi, j'ai dit lundi soir, waouh, quelle semaine. Oui. Puis Elle commençait. Elle commençait, j'avais fini mon lundi. Il faut dire qu'elle avait commencé dimanche. Mais Fred, la question qu'on m'a posée cette semaine, je disais de quoi je parle à la balado, parce qu'il y a tellement de choses dans les médias, les gens sont saturés. Oui, et je vous ai confié aussi, il faut le dire, la mission d'être notre espèce de vigile de ce qui se passe. Évidemment, tout à fait modestement, on ne va pas répéter, en tout cas, on le fait malgré nous, on ne veut pas répéter ce qui se dit ailleurs parce que les grands médias font un excellent travail, il faut quand même le dire aussi, bien qu'au début, j'avais certaines réserves, je trouvais qu'on empirait peut-être très, très, très tôt. Il y avait un côté sensationnaliste. Il y en a encore un aussi. Moi, j'ai vu des reporters de TVA se promener sur la rue Sainte-Catherine puis d'aller de vitrine en vitrine pour filmer la feuille de papier qui disait le magasin est fermé. Puis il y avait un ton dramatique. Bon, on s'en attend, mais quand même, je trouve ça moins pire que ce que j'appréhendais. Et nous, on essaie de s'adapter aussi. Puis c'est la beauté de la balado, c'est que c'est de la radio de brousse, entre guillemets. C'est-à-dire que sans grand moyen, on est capable d'offrir quelque chose d'intéressant. Les gens sont en isolement, en confinement, fait qu'on a décidé d'être là à chaque semaine. Moi, il y a nos 10 sorties, il y avait une part de revenus importante qui a été pour l'instant annulée, peut-être reprise. Alors, faut s'adapter aussi à ça. C'est un moindre mal de mon côté parce que je m'attendais pas à ça non plus pour gagner ma vie, si on peut dire, mais je trouve ça quand même important qu'on puisse offrir quelque chose à chaque semaine et on vous a confié la mission d'être notre espèce de vigile de ce qui se passe par rapport au coronavirus. Puis comme vous vous en doutez, ça fait mon affaire un petit peu. Ben oui, mais, c'est votre... mais moi, ce que je ne m'attarde pas aux chiffres qui sortent tous les jours, mais plutôt à des points, des sujets qui sont traités plus en profondeur à gauche, à droite, puis que je vous ramène. Oui. La question qu'on m'a posée, Fred, finalement, c'est les moyens qu'on a choisi de prendre ici, finalement, est-ce que ça va marcher? Oui. Est-ce que ça peut vraiment aider? Et je suis tombé sur un podcast du Guardian, le Science Weekly, qui se posait exactement la question, quelle était l'efficacité de la distanciation sociale? Puisque toutes les réponses médicales après coup sont pas bonnes, ben celle-là, cette fameuse distanciation sociale qui fait qu'on se parle à travers la ligne téléphonique aujourd'hui, est-ce que ça marche? Est-ce qu'on a espoir que ça fonctionne? Parce qu'on sait très bien ici, Fred, qu'on ne fera pas comme en Chine. Non. On ne va pas tester les gens puis les mettre dans un container si jamais il faut de la fièvre. Non. On va leur demander de rester chez eux. Mais la grande question, c'est ça. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que vous avez compris, Fred, la question que je me posais au tout début? Mais comment ça se fait qu'une grippe normale, qu'on voit passer, qui rentre un hiver, comment ça se fait que ça ne crée pas la même affluence dans les urgences? C'est une question niaiseuse, mais c'est pourquoi? Ben parce que j'ai l'impression que la grippe normale, l'influenza normale, est moins contagieuse que le coronavirus. C'est comparable, Fred. Elle est un peu moins contagieuse, mais elle l'est relativement quand même beaucoup. Oui. La vraie différence, Fred, elle est moins contagieuse parce qu'on a une immunité contre la grippe. Ah oui, il y a ça, effectivement. Et la grippe mute chaque année, mais on ne part pas de zéro. Ouais. Ce virus-là, Fred, c'est vraiment un feu de broussailles sur la Terre. Ouais. Et c'est ça, une pandémie. C'est un virus pour lequel il n'existe pas d'immunité dans la population. Et c'est ça le facteur. Et ironiquement, le fait d'être confiné à la maison ne nous prédispose pas à développer une protection éventuelle. C'est la théorie de Boris Johnson. Hein? C'est ça qu'il a affirmé, lui, c'est de dire, si on laisse la pandémie entrer, oui, il va y avoir des malades, mais écoutons, ils ne mourront pas tous, puis après ça, on va être immunisés, on va être correct. Ouais. Sauf que ça, c'était sans comprendre le principe premier qui est, effectivement, ils ne mourront pas tous, mais si on n'est pas capable de les aider, on va en perdre une maudite guerre. Ouais. Et d'ailleurs, il va sans doute perdre ses élections, lui, après ça. Mais tu sais, les deux critères principaux, Fred, pour étudier ce virus-là, c'est le nombre de personnes qu'une personne infectée va à son tour infecter. Oui. Donc, vous en parlez, la contagiosité, elle est là, mais c'est pas la rougeole, c'est quand même pas si pire. Mais la grande nouveauté que moi que j'ai lue dernièrement, c'est la proportion du temps qu'une personne malade est contagieuse tout en étant asymptomatique. Et au début, on pensait qu'il n'y en avait pas. Et en étudiant l'épidémiologie, on se rend compte qu'il y a sans doute un 3-4 jours où les gens ne sont pas malades du tout, et excrètent quand même des virus. Ouais. Et ça joue des tours, parce que ça veut dire que si tu attends d'avoir des symptômes pour t'isoler, ça ne marchera pas. Tu vas donner ton virus à d'autres gens et la population va tomber malade. Ouais. Quand on choisit des mesures de confinement comme ce qu'on fait en ce moment, confinement volontaire, mais isolation, distanciation sociale. Il y a quelque chose que j'ai appris cette semaine et vous étiez
vous étiez pas loin d'être dans mon amorce avec votre histoire d'immunité, Ouais. c'est que le moment où on démarre l'isolation sociale, la distanciation, c'est très important. Si on le commence avant que le virus rentre, il n'y a personne. Et là, on attend. Il fait toc, toc, toc. Et là, il n'y a personne qui ouvre la porte. On n'ouvre pas, on reste chez nous, on écoute des bonnes balados. Oui. Et à un moment donné, on se dit, coudonc, on peut sortir. Oui. Et là, tout le monde sort et personne n'est immunisé et ça recommence. On pogne un pic de contagion qu'on voulait éviter. Ouais. Et donc, il faut que le virus rentre. Il faut qu'un certain nombre de personnes tombent malades et que rapidement, on mette les mesures en place, que le premier pic, la première affluence de gens très malades arrive, soit étalée dans le temps et que quand finalement, on va dire, par exemple, cet été, quand les gens vont avoir le droit de sortir, ce qui vous inquiétait un peu tantôt, est-ce qu'on va attendre suffisamment longtemps ou les gens vont sortir trop vite? Mais si on attend suffisamment longtemps, on va sortir et on va avoir dans la population une masse de gens qui auront survécu, qui ne seront peut-être même pas, et qui vont eux-mêmes être des freins. Et donc, c'est très important qu'une partie de la population attrape le virus pour que le virus, quand il va circuler, il va ressembler à une grippe normale, c'est-à-dire ne pourra pas finalement attraper tout le monde en même temps. Et c'est ce que j'ai compris cette semaine qui est totalement nouveau, c'est-à-dire le moment où on déclenche les mesures de confinement sont importantes. Il faut qu'il y ait une partie de la population qui soit un peu malade. Et tout ça nous ramène à notre bon capitaine et à son copilote, Arruda, le pinch au vent. Et j'ai l'impression qu'on était pile dessus. C'est l'impression que j'ai eue, parce que le CPE, les écoles ont fermé avant que les cas sortent. Et mon Dieu, Fred, c'est seulement à la fin qu'on pourra en parler. Oui, puis on pourra décortiquer tout ça, mais moi, je suis quand même fasciné de l'impact de tes trois personnes. Il faut quand même parler aussi de la ministre Mécan de la Santé, de François Legault et de M. Arruda, Dr Arruda de la santé publique, mais c'est ce mélange de familiarité et de crédibilité, parce que le message aurait pu moins passer si on avait été trop alarmiste, trop sérieux. Non, ça a été... on n'a pas le temps. C'est ça. Et là, on a un bon mélange. On fait des blagues. François Legault, puis il faut quand même le dire, quand on a fait appel aux plus jeunes, il n'a pas joué au gars cool qui connaît les jeunes. Exactement. Et il faut aussi le souligner, là, les humoristes, les chanteurs, les chanteuses ont répondu à l'appel. Et en fait, on retrouve... En fait, moi, c'est ça qui me fascine. On retrouve deux choses avec cette crise. Il faut quand même voir du positif. Le concept d'État, qu'on mettait beaucoup à mal dans les dernières années avec la magnifique théorie de la main invisible du marché. La main invisible, d'ailleurs, qui est tout à fait invisible, c'est-à-dire que le marché ne peut absolument rien faire dans une crise comme ça. La main invisible du marché, là, c'est de prendre mon catamaran puis tous les passagers qui sont dedans, qui tirent tous chacun leur bord avec personne qui conduit. Exactement. Et que le plus fort tire, s'il est capable, le catamaran de son bord. Et l'autre chose aussi que je remarque, c'est le retour aussi du discours scientifique, c'est-à-dire que ce discours-là, qu'on mettait, entre autres, les médias sociaux, ils participaient beaucoup, que en fait, tout se valait les opinions. Et là, je vois pas tant de théories du complot circuler que le coronavirus, bien que j'ai quelques personnes qui ont publié des choses que le virus serait créé par la 5G en Chine. Bon, il y a eu des affaires un peu douteuses, mais beaucoup moins que je pensais. Et le discours, entre autres, du docteur Arruda, c'est le discours de la science, en fait. Il personnifie le discours de la science. Et là, les gens se disent, hey, c'est ça marche, là. Oui, il y a de l'improvisation, il y a de l'essai-erreur. En fait, il n'y a pas d'improvisation, il y a de l'essai-erreur, parce que la science aussi est un peu prise au dépourvu, mais reste que ces deux choses-là sont à l'avant-scène de ce qui se passe, et moi, je trouve ça vraiment intéressant. Et la réaction, en fait, le résultat, on va avoir des résultats qui seront incontestables. On va pouvoir les compter, les morts à la fin, Fred. Tout à fait. Ça va être... Et Fred, j'ai un dernier volet. Oui. Un volet un peu pour relâcher la tension, parce que finalement, là, on a été... c'est un peu le thème en ce moment. D'ailleurs, j'ai très hâte que Paul Journet revienne nous faire une playlist, là, parce que ça va nous faire du bien en tabarouette. Oui, mais Paul, c'est juste que Paul, je le vois beaucoup. Oui, je sais. Il est occupé sûrement aussi. Oui, il est très occupé. On a besoin de musique. On a besoin de musique, Fred. C'est vrai. Mais en voulez-vous un peu d'air, Fred, en fin de chronique? Oui, allez-y. Bon, écoutez, personne ne parle d'une autre crise sanitaire qui nous attend, mais après celle-ci. Bon. Alors ça, c'est une crise que je vis un peu de l'intérieur, là. En tout cas, j'ai des amis qui m'en parlent. Il y a des milliers de personnes en ce moment, Fred, qui sont en train de se matcher sur les réseaux sociaux. Ah, mon Dieu. Hein? Qui sur Bumble? Oui. Qui sur Tinder? Qui sur Grindr? Oui. Et tous ces gens-là, Fred, sont en manque de hunga.
Oui, Ils il manque le grand mambo. il manque d'échange du fameux fluide que Arruda veut pas qu'on Non, se passe. non. Ils se font dire restez chez vous. Oui, Et là, un jour, Fred, ces gens-là vont avoir le droit de sortir Tout et à de se fait. rencontrer. Oui. Et après 2 mois à se laver les mains 6 fois par jour et à voir personne, pensez-vous que ces amours virtuels vont devenir des amours raisonnables? Ah, Hein? Moi, je pense que Fred, il y a des condoms qui vont se perdre. probablement. Sauf qu'il faut faire J'ai attention. l'impression. Et c'est une mise en garde. Donc, pour l'instant, on continue Attention. à utiliser la veuve poignet. Mais quand toute cette crise sera terminée, on pourra effectivement... Et Fred, c'est un dossier que j'ai décidé de suivre Oui, de l'intérieur. Et donc, je l'ai nommé. oui, Hein, on a parlé souvent de l'amour au temps du choléra. oui. Et là, ce sera le célibat au temps du corona. Ben, ça sera une autre vigile que vous pourrez diriger de main de maître, Godefroy Laurando. Bonne semaine. Hey, merci, on se retrouve la semaine prochaine. Merci, Fred. Est-ce que ça va bien? Ça va... Oui. Pas de symptômes? Moi, j'ai pas de symptômes, non. Malgré que on est tellement... Paranoïez-vous un peu? Je ne paranoïe pas, mais Non. je me surveille. Puis moi, en fait, j'ai un passé aussi oui. d'asthmatique. Alors, Oui. moi, si ça me tombe dessus, ça Ouais. pourrait pas... C'est ça. Fait que non, je suis pas inquiet, mais je fais ce qu'il y a à faire. En fait, à la maison, je suis celui qui insiste beaucoup sur le lavage de mains, mais je dois dire que j'ai un ado qui a bien compris les enjeux et qui fait, pour l'instant, ce qu'il y a à faire. On a la chance d'aimer beaucoup les jeux de société, fait qu'il y a beaucoup d'heures qu'on met là-dessus, mais je compatis pour les gens qui font du télétravail, qui doivent laisser leurs enfants, pas sans surveillance, mais tu sais, les enfants qui n'ont pas de grande passion ou qui sont dépendants des écrans, ou il y a quand même une gestion, mais nous, on a la chance au moins d'avoir beaucoup de jeux de société. Bon, j'ai des jeux qui sont quand même longs, des 2-3 heures, fait que mais au bout de 6 semaines, j'ai hâte de voir. Ouais, c'est ça, mais je pense que les gens vont découvrir des choses, Fred. Oui, mais je pense que oui, puis il faut le prendre comme ça. Il faut surfer sur la vague et non pas être pogné dans le courant, idéalement. Voilà, on est de retour à ma figure, à mon image de planche à voile. Et Tout à fait. Surfer la vie, Fred. Ben, merci Godefroy, on se retrouve la semaine prochaine. Bye, Fred, merci. Alors évidemment, on est en période de crise. Oui, cellule de crise, corona, virus, balado de Fred Savard, mais je pense qu'on ne doit pas se priver d'informations inutiles. Alors, on accueille de nouveau notre chroniqueur Benoît Chartier. Bonjour, Benoît. Bonjour, Fred. Monsieur inutile. Je suis probablement la seule personne qui prend plaisir au fait de se faire dire qu'il est inutile. Non, mais il y a plusieurs personnes qui nous ont écrit depuis 1 mois et demi à peu près, depuis votre dernière visite, hey, on veut revoir Benoît, on veut réentendre Benoît. Et là, je trouvais intéressant. Donc, ma famille a répondu à mon appel, c'est le fun. Et là, évidemment, on est à distance. Il n'y a plus question d'inviter les gens en personne pour faire la balado. Et là, vous avez réussi à trouver... parce que là, au début, on a fait des tests, ça sonnait plus ou moins bien avec FaceTime. Et là, j'ai su que vous aviez encore un bon vieux fil Ethernet. Ethernet, effectivement. Tu sais, le espèce de câble bleu, là, oui. avec des grosses connexions de téléphone que ma fille de 25 ans regarde ça, puis elle a aucune idée de qu'est-ce que c'est ça, là, à quoi ça sert, cette affaire-là. Mais j'ai trouvé ça, donc on est connecté sur Internet directement par câble. Incroyable. Alors, Benoît, pour peut-être mettre un baume là, sur les inquiétudes des gens, vous avez colligé quelques informations inutiles. Ben, crois-le ou non, Fred, j'ai quelque chose à dire qui, je crois, n'a pas été dit encore sur le coronavirus. Je prends un long détour pour le faire. Tu sais, Fred, moi, j'ai comme la fâcheuse habitude de m'attarder aux détails plutôt qu'à l'essentiel. Tu sais, si un ami me montre des photos de lui en me disant « Hey, ça, c'est moi quand j'étais jeune », plutôt que de regarder les photos, moi, j'ai envie de lui dire « Hey, toutes les photos de toi, c'est quand t'étais plus jeune. » Je m'attarde pas à la bonne affaire. Donc, ce qui a retenu mon attention au cours des dernières semaines, c'est la folie du papier de toilette. Bon, on a vu des gens remplir des VUS complets de rouleaux de papier Kirkland dans une démonstration de solidarité et de conscience sociale vraiment à faire frémir. Si ces gens-là avaient été sur le Titanic, ils seraient partis chacun avec 2 bateaux de sauvetage juste au cas où. Et avec l'orchestre. Oui, ben non, ils auraient écrit ça à l'eau. Alors, je m'adresse à tous ceux qui ont acheté plus de 48 rouleaux de papier de toilette récemment. Ben, je vous souhaite d'avoir à vous en servir, OK? Et ceux qui en ont acheté plus de 96 rouleaux, ben, je vous souhaite, je sais pas, faire du Zona sur le gland si une telle chose est médicalement possible.
Ça me ferait plaisir. Bon, tout cela m'a amené de toute façon quand même à me demander pourquoi, en Amérique du Nord, il n'y a pas de bidet. Oh! En Europe, c'est très commun, ça, surtout en Italie. Bon, en France, t'en baisses un peu, mais ça reste présent dans autour de 50% des foyers. En Asie, c'est pratiquement la norme. Écoute, en Argentine, 90% des foyers ont un bidet. Ah oui, en Argentine. En Argentine. Dans l'Amérique latine, c'est très populaire aussi. En Amérique du Nord, nil, rien. Bon, alors là, peut-être pour les auditeurs et les auditrices qui sont un peu plus jeunes, peut-être rappeler un peu les grandes lignes du concept du bidet. Ben, je pourrais te laisser ça, peut-être. Oui, mais en fait, vas-y, Fred. À l'époque, en Europe, je sais qu'il y avait c'était deux trônes distincts dans la salle de bain. Il y avait le trône pour faire nos besoins et le plus petit où on allait se nettoyer post-besoin en n'utilisant pas, avec un jet d'eau, en fait, qui partait. Jet d'eau, mais au début, c'était juste un bassin. Oui, voilà. Disons, oui. Pour se laver les parties intimes. Oui, et là, existe présentement sur le marché. J'ai même un ami qui a eu ça comme cadeau de fête. C'est ce qu'il voulait. Et bien avant le COVID-19, c'est qu'on peut installer un adaptateur sur notre bol de toilette qui va connecter sur la canalisation de votre plomberie de maison, envoyer un doux jet sur vos parties intimes. Je vais faire une petite histoire quand même du bidet. Oui, Fred, tu m'invites à un balado sur l'actualité. Je vais te revirer ça en anecdote historique en quelques secondes, c'est ça. Dès le 17e siècle, le bidet était essentiel pour la haute classe européenne. C'était justement 2 études de bassin. Et c'était dans la chambre à coucher. Hein. On faisait ça, on déféquait dans la chambre à coucher, un peu dans le coin. Très peu de distanciation sociale à l'époque. Très peu. On voit ce que ça a donné dans certaines occasions aussi. Écoute, même Marie-Antoinette en avait un dans sa cellule en attendant sa guillotine. Sa cellule était froide, humide et infestée de rats, et ça c'est vrai, mais elle avait quand même son droit fondamental à un pétu royal. Bon, mais ça c'était les Français. Les Anglais, eux, juste l'autre bord de la Manche, continuaient au quotidien d'assumer pleinement les conséquences de leur défécation. Donc, quand ils ont peuplé les États-Unis, le bidet, bon, évidemment, faisait pas partie de leur tradition, comme par exemple jouer au golf ou mal manger. Ça, ils ont emmené ça aux États-Unis. Mais les Américains, donc, les autres ne sont pas de grands voyageurs. Donc, c'est seulement durant les 2 guerres mondiales qu'il y a eu un grand nombre d'Américains qui sont allés en Europe. Bon, des soldats, durant la guerre, évidemment, ils vivaient pas à l'hôtel, ils vivaient dans des campements, mais ils allaient parfois visiter une chambre d'hôtel pour quelques instants. Oui. Pour faire quoi? Pour aller voir qui, Fred? Sûrement une sieste à 30 minutes pour de 3 francs. Exactement. Ils allaient le bordel, l'hôtel, c'était le bordel. Et qu'est-ce qu'ils voyaient dans le bordel? Un bidet. Donc, on y a rapidement fait le lien. Bidet, bordel, donc péché. Et quand ils revenaient aux États-Unis, évidemment, ils parlaient pas de bidet parce que pour eux, ça aurait été comme avouer qu'ils étaient allés au bordel, donc ils gardaient ça pour eux. Et il y a d'autres obstacles pour les Américains. Les douches vaginales ont longtemps été vues comme un moyen de contraception. Moyen spectaculairement inefficace, le dit. Mais tout de même, là, on a 2 en 2 côté péché pour cette Amérique puritaine. Ajoutez à ça que plusieurs femmes en Europe utilisaient le bidet lors de leur menstruation parce qu'il n'y avait absolument aucun autre moyen. Et là, on a la sainte trinité diabolique pour les Américains. Les 3 grandes plaies des femmes à l'époque, soit une véritable sexualité, la contraception et la biologie de base. Hein. En d'autres mots, le bidet représentait une forme de contrôle sur leur corps pour les femmes, concept absolument inacceptable aux États-Unis à l'époque. Au milieu des années 60, la société Cohen a tenté de relancer le bidet en Amérique, mais ça n'a pas été un succès parce que c'est une espèce de cauchemar publicitaire. Hein? Il faut non seulement annoncer l'objet en question, le vendre, dire que c'est le fun, mais aussi enseigner son utilisation. Il n'y a pas grand monde qui veut un cours d'hygiène fessier 101. Ça se montre pas super bien à la télé ou dans les magazines. Je te rappelle que on a encore en 2020 du pipi bleu pour annoncer des couches et des petits chatons pour du papier de toilette. Hein? On veut pas montrer ces affaires-là jusqu'aux années 70. Mais peut-être que tu te rappelles d'une émission qui s'appelait The Brady Bunch. Ben oui. C'est une famille de 8 que j'ai regardé en reprise à TVA à l'époque, je pense. C'est en français, puis quand j'étais tout petit, là. T'as peut-être remarqué qu'il y a plusieurs scènes de salle de bain. Évidemment, c'est un des systèmes comiques. Il y a 8 personnes qui doivent partager la même salle de bain. Est-ce que tu as remarqué que dans la salle de bain, il n'y avait pas de toilette?
Ah non, j'ai jamais remarqué ça. On voyait la salle de bain de plusieurs angles, il n'y avait pas de toilette. On ne montrait pas de toilette à la télé. Écoute, le couple, quand on voyait leur chambre, il y avait des lits jumeaux dans la chambre à coucher. Donc, on montrait pas ces choses-là. Ça donne en fait, c'est un miracle qu'il ait pu avoir 8 enfants avec des lits jumeaux. Oui, ben c'était avant, évidemment, c'était famille reconstituée, mais on est en 1970. C'est parce qu'il était veuve et veuf. Il n'était pas question de divorce et de séparation dans ce temps-là. Alors. Absolument pas. Donc, c'est plusieurs raisons donc pourquoi il n'y a pas de bidet aux États-Unis. Ironiquement, c'est quand même une compagnie américaine, la société Cohen, qui a inventé le modèle de bidet dont tu parlais, dont sont équipés plus de la moitié des foyers japonais aujourd'hui. C'est une espèce d'hybride toilette-bidet qui appelle le washlet là-bas, avec un jet électronique. On peut ajuster la pression, l'orientation et la température du jet. Et le jet peut prendre vos courriels également. Oui, ben c'est ça, je m'allais dire. Le prochain étape, c'est probablement à quand le iBidet. Les paris sont ouverts et j'ai hâte de voir la ligne que les gens vont faire pour acheter le nouveau iBidet. En fait, non, moi, j'ai vraiment pas hâte de voir la ligne que les gens vont faire pour le iBidet. Mais là, je termine avec ça, Benoît, mais est-ce que vous avez l'impression que ça va effectivement, en fait, au Québec, entre autres, parce que moi, j'ai vu passer sur les médias sociaux des gens qui prétendent vouloir faire l'acquisition d'un bidet adaptateur, là, mais avez-vous l'impression que ça va... parce qu'on sait, là, quand il y a des crises comme ça, il y a un avant, un après, il y a des comportements qui changent. Avez-vous l'impression qu'au-delà des États-Unis, je pense que ça va être long parce que le puritanisme protestant fait encore des ravages, si on peut dire ça comme ça, mais peut-être qu'au Québec, moi j'y pense sincèrement, parce qu'à un moment donné, je me suis dit, plus avoir à se déplacer, même en temps normal, là, d'aller chercher du papier de toilette, c'est quand même le fun. Selon la plupart des experts en marketing, ça fait un retour, effectivement, et les ventes augmentent présentement en Amérique du Nord. Entre autres, pour des raisons environnementales, c'est-à-dire de plus en plus de gens utilisent des espèces de lingettes qu'on dit qu'on peut flusher, là, mais qui est un peu faux parce que ça accumule la graisse, ça accumule les détritus et très souvent ça bloque les voies, ça bloque les égouts. Ils appellent ça en anglais, ils appellent ça des fatbergs, qui est l'équivalent des icebergs. À Londres, récemment, on en a trouvé un de 15 tonnes qui avait été un peu causé par ça. Donc, probablement que ces petites lingettes-là vont pas être illégales, mais on pourra plus les flusher. Et le bidet va faire un retour. En tout cas, les ventes augmentent d'année en année en Amérique du Nord. Il est fort possible qu'il y ait une forte proportion de bidets qui fassent un retour dans les salles de bain nord-américaines. Mais moi, vous me donnez le goût, Benoît Chartier. Je vais attendre là, que la distanciation sociale se termine. Je vais aller faire des essais en boutique et je vais peut-être faire... en fait, je vais venir en parler à la balado quand j'aurai mon bidet pour répandre la bonne nouvelle. C'est toujours un plaisir de vous donner le goût de vous laver les fesses. Benoît Chartier, merci. Ça faisait longtemps qu'on vous avait pas entendu. Ça serait peut-être le fun de ne pas réespacer ça aussi longtemps pour votre prochaine apparition à la balado. Je suis toujours prêt à être inutile pour vous, Fred. Alors, bon isolement. On s'en parle bientôt. Alors là, on rejoint quelqu'un que vous avez entendu cet automne et qu'on n'a pas entendu depuis. Simon Jutras de la balado ludique. Comment ça va? Ça va pas pire, toi? Ben, ça va très bien. Alors, évidemment, les gens sont en confinement, les gens sont en isolement. Et là, je me disais, les jeux de société, puis j'en ai parlé avec Godefroy tantôt, mais les jeux de société, moi, en tout cas, ici à la maison, ça fonctionne très bien avec mon ado pour l'instant. C'est la première semaine, mais je trouvais intéressant qu'on en parle parce que c'est tellement une façon extraordinaire de vivre ce qu'on est en train de vivre. Je sais que c'est pas tout le monde qui aime ça, mais pour ceux qui pensent avoir un intérêt, je trouve qu'à chaque fois qu'on en parle, qu'on a quelqu'un comme toi qui vient nous en parler, ben ça démocratise un peu la chose et ça fait peur à beaucoup de gens encore. Les gens ont l'impression, j'ai joué au Monopoly quand j'avais plus jeune, là je suis pas sûr, les nouveaux jeux ça a l'air compliqué et en fait tu vas être là pour nous démystifier ça un petit peu. Puis évidemment il y a des jeux, je pense, thématiques avec ce qu'on vit qui pourraient être intéressants d'essayer. Effectivement, tu l'as dit. Je pense que c'est une activité toute... même si malheureusement les gens rêvent de faire des parties de gamers, là, ils peuvent pas, fait qu'ils sont un peu pognés pour jouer avec leurs enfants. Oui. Mais ça peut quand même être le fun, malgré tout. Oui, c'est clair. Comme tu l'as dit, c'est ça, on va parler des jeux de maladie, de santé. C'est un thème qui est pas si présent dans les jeux, même s'il y en a quelques-uns. Dice Hospital, Viral, Clinique. D'ailleurs, pour ceux qui sont curieux et qui ont le courage d'aller dehors, je vous invite à aller visiter la vitrine du Valet de cœur. C'est comme une thématique coronavirus. Ils se sont adaptés, bon. Exactement. Mais aujourd'hui, je vais quand même me concentrer sur un
un jeu, si on veut, en particulier, qui est vraiment emblématique de la situation. En fait, il y a 10 ans, le Ludovert a été frappé par une crise qui est très similaire à ce qu'on vit en ce moment. Donc, quelque chose qui a affecté l'ensemble de l'univers ludique. En fait, c'était un phénomène vraiment unique là, qui a chamboulé la manière dont les gens jouent aux jeux de table. En 2008, la compagnie Z-Man Game a sorti un jeu d'un auteur à l'époque qui était assez obscur, Matt Leacock, et c'est un jeu qui a, en fait, comme je dis, transformé le hobby, mais qui est aussi devenu la franchise de jeux de société moderne, probablement la plus connue et la plus emblématique. Ah oui, mon Dieu, ça, je devine de quoi vous parlez, de quoi tu vas nous parler, en fait, mais je savais pas qu'elle devenait une des plus populaires. Oui, puis ça, on aura la chance de le revoir un peu tantôt, là, mais bien entendu, je parle du jeu coopératif Pandémie. C'est un jeu, en fait, dans lequel les joueurs incarnent la première ligne de défense contre des épidémies mondiales. On va essayer, en fait, de trouver les remèdes à 4 maladies dévastatrices pour, en fait, prévenir la catastrophe. Pour les gens qui sont moins familiers, là, ça, c'est ce qu'on appelle un jeu coop, c'est-à-dire qu'on est tous contre le jeu et non pas chaque joueur qui joue contre les autres joueurs. C'est ça, hein? Exactement. Et quand je disais que c'est un jeu qui a vraiment chamboulé la manière dont les gens jouent, on peut dire que Pandémie, c'est le premier, c'est pas le premier jeu coopératif, mais c'est le premier qui a mis ça vraiment sur la map, que les gens ont commencé à considérer que ça avait de la valeur. Parce qu'avant, jouer contre le jeu tous ensemble, on gagne ou on perd tout ensemble, c'était pas commun et c'était même un peu mal vu à un certain point. D'ailleurs, juste une mini parenthèse sur le jeu Pandémie, il est sorti il y a 10 ans, mais en ce moment même, les boutiques québécoises en vendent autant dans les dernières semaines qu'ils en vendent dans la dernière année. Donc, c'est quand même un jeu qui est... tu vois que les gens sont un peu morbides. C'est comme, on va combattre l'épidémie. J'avoue que moi-même, je ne l'ai pas encore, Pandémie. Et la semaine passée, je me suis dit, hey, je vais-tu l'acheter vu qu'on va être en confinement? J'en ai entendu beaucoup parler, évidemment, mais j'ai jamais joué, étonnamment. Et je sais que les jeux coop, j'étais pas fan au début quand j'ai commencé à découvrir cet univers-là, mais pour en avoir joué quelques-uns, entre autres l'île interdite avec mon garçon quand il était un petit peu plus jeune, j'étais comme... Et je trouve que souvent les jeux coop, c'est les jeux qui permettent d'accrocher les gens qui connaissent pas très bien l'univers des jeux, qui sont un peu intimidés. Et les jeux coop, souvent, c'est ça qui va être le déclencheur. En tout cas, je l'ai remarqué avec certains jeux coop. Je sais pas si de ton côté, tu as remarqué la même chose, mais souvent, c'est les jeux que les gens pas habitués à jouer aiment en premier. Oui, mais c'est des jeux, souvent, c'est beaucoup plus simple d'accès, parce que, mettons, moi, je sais jouer, je l'explique un peu rapidement à tout le monde, puis après, je peux guider les gens pendant la partie. Donc, ça crée une expérience qui est peut-être un peu plus fluide, un peu plus facile d'entrer. Et aussi, ben, ça l'évite souvent, tu sais, les tensions, surtout si là, on est confiné en famille. Des fois, entre amis, c'est le fun de se taper un peu sur la gueule, mais en famille, tu veux une belle expérience là, où on sauve le monde ensemble. C'est ça. Au lieu de s'attaquer à coups de roquettes puis à coups de... comme d'autres jeux pourraient le permettre. Moi, j'ai joué à 7 beaucoup cette semaine. Puis je l'avoue, mon garçon m'a fait un peu chier à 7. Mais bon, ça, c'est un autre... la tension va monter un peu plus dans ces jeux-là. C'est parce qu'il est trop bon. OK, alors comment fonctionne... parle-nous un peu du jeu Pandémie, là. Oui, c'est ça. Ben, comme on a dit, en fait, la particularité, c'est un jeu coopératif dans lequel on va tous gagner ou perdre ensemble. Les joueurs incarnent... Donc, chaque joueur va avoir un rôle spécial. On va avoir le médecin, le scientifique, le responsable de le répartiteur, le chercheur, et on va essayer en fait de contrer les épidémies qui vont arriver un peu partout dans le monde. Je vous explique pas toutes les règles du jeu, bien entendu, mais une des aspects vraiment intéressants de ce jeu-là, c'est la façon dont les épidémies se propagent, comment les maladies se propagent. C'est très bien fait, c'est très organique en fait. Donc, des fois, il va y avoir des crises dans une certaine ville, l'épidémie va éclater là, ça va affecter les villes justement autour de cette ville-là. Donc, c'est vraiment une certaine tension. Tu sais, des fois, mettons, OK, telle région du monde est complètement affectée par telle maladie, il faut qu'on se dépêche, il faut qu'on fasse attention. Dis-moi, Simon, est-ce que ils ont fait, parce que souvent, il y a toujours un côté pédagogique. Moi, j'ai trouvé souvent dans plusieurs jeux un côté pédagogique, c'est-à-dire les simulations qu'on utilisait étaient les mêmes qu'on retrouvait dans la vie réelle. Est-ce que pour Pandémie, justement, comment l'épidémie se propage, c'est les mêmes mécanismes que ce qu'on peut observer par rapport au COVID-19 présentement?
En fait, c'est très similaire. On va voir vraiment le même genre d'effet. Ouais. C'est qu'une ville qui est touchée va être retouchée de plus en plus et les villes avoisinantes ont plus de risques d'être touchées. Ouais. Donc, c'est quand même bien fait. D'ailleurs, pour dire comment c'est calqué sur le réel, les joueurs commencent à Atlanta, au CDC, là, donc au Center of Disease Control and Prevention, donc pour les épidémies. Donc, c'est quand même un jeu qui est assez réfléchi. Malgré tout, c'est simple. Hein. On parle de ça, c'est un jeu très accessible. On parle d'1 heure à peu près pour un groupe. C'est pas un jeu qui est trop compliqué. Là, c'est un jeu dans lequel c'est quand même assez accessible. OK. On parlait tantôt que c'était une franchise... exact. En fait, il y a une des franchises les plus rentables, oui, mais qui a frappé l'imaginaire le plus là, dans les dernières années. Oui, c'est ça. Puis des franchises dans le monde du jeu de société, c'est pas comme dans le monde du jeu vidéo ou dans le monde du cinéma où il y en a vraiment beaucoup. Puis que, on mousse, on essire la sauce, puis tout ça, on essaie toujours d'aller chercher plus. Il y en a pas tant que ça parce que les gamers de jeux de table, on dirait qu'ils sont un peu moins sensibles face à ça. Mais Pandémie, c'est ça, c'est une franchise qui a été beaucoup entretenue avec le temps. Il y a à peu près une dizaine de variations déjà du jeu. On en a un qui se passe dans la péninsule ibérique, on en a un durant la chute de Rome, on a une version D, on a une version Cthulhu. Donc, il y a eu quand même plusieurs variations, mais toujours faites dans le but de faire le meilleur jeu possible. OK. Donc, ça a été très respecté, puis les joueurs ont vraiment apprécié le concept et ça a resté avec les gens. Là. OK. Parce qu'on peut penser à d'autres grandes franchises comme Catan, que les gens connaissent souvent, Carcassonne aussi, mais Pandémie, moi je sais en tout cas pour le co-op, c'est vraiment la plus grosse franchise, je pense, on peut le dire assez facilement. Là. Oui, sans vraiment l'ombre d'un doute. Puis tu vois, les franchises que tu parles là, c'est vrai que c'est des grosses franchises, c'est des franchises qui sont comme une génération juste avant. Oui, c'est ça. Et là, Pandémie est vraiment arrivé 10 ans, 15 ans plus tard de ces jeux-là et a pris beaucoup d'espace. D'ailleurs, tu dis tu veux aller t'acheter Pandémie, tout ça. Moi, je te dis, allez-y, mais je vais vous pousser dans une direction parce qu'en 2015 est arrivé un événement vraiment unique dans le monde du jeu. Et on peut dire que Pandémie a muté, en fait, et est sorti le jeu Pandémie Legacy. OK. C'est quoi la particularité de ça? La particularité de Legacy, en fait, c'est un nouveau terme maintenant qui existe dans le monde du jeu de table. C'est des jeux qu'on va dire qui ont une limite de temps. En fait, on va jouer une espèce de campagne, comme les jeux de campagne. On va jouer plusieurs parties qui vont se suivre, mais on va amener un aspect évolutif dans le jeu. Donc, la partie d'avant va affecter la partie d'après, et ainsi de suite. Donc, ça se peut qu'on ait à déchirer des cartes, à écrire sur le plateau. Et là, à un moment donné, tu arrives, tu finis un scénario, puis là, ça te dit, ouvre telle petite boîte qui est dans la boîte de jeu. Tu as la boîte, mettons, H. Là, tu ouvres la boîte H, et là, à l'intérieur de la boîte H, il y a des nouvelles pièces de jeu. Il y a un autocollant que tu vas rajouter dans le livret de règles qui rajoute des règles, qui rajoute des façons de jouer. Tu vas nommer tes personnages. Tes personnages peuvent mourir, peuvent avoir des bonus, peuvent évoluer. Et tout ça, c'est une histoire qui est bien entendu, l'histoire est comme préécrite, mais tout dépendant comment ton groupe va décider de le jouer, ça va toujours être différent. Les maladies vont arriver à des endroits différents, des villes vont être complètement détruites. Il va y avoir la ville 0 qui va devenir un lieu là, complètement fou dans le scénario 1. C'est ça, donc Pandémie Legacy saison 1, sorti en 2015, c'est en ce moment le deuxième jeu le mieux noté par BGG, là, qui est l'encyclopédie des joueurs. On n'a pas souvent parlé, mais c'est la référence, en fait, dans le monde des notations de jeux. Donc, c'est le deuxième jeu le mieux noté de tous les jeux qui existent. Et le premier étant? Le premier étant Gloomhaven. Ah oui, le fameux. On en parlera. On en parlera. Si le coronavirus prend une plus grande importance, on pourra parler faire une série complète sur Gloomhaven. Exactement. OK. Donc si les gens qui nous écoutent veulent acheter, ou en tout cas, est-ce que tu conseilles de commencer par Pandémie Legacy, ou carrément, ou on commence par le premier non-Legacy, si on peut dire? Moi, je conseillerais quand même d'aller avec les Legacy. C'est sûr que si vous avez jamais acheté un jeu de société dans votre vie, peut-être que le Pandémie, c'est correct, mais la beauté de ça, c'est que tu peux jouer la version normale de Pandémie avec le Pandémie Legacy. Sauf que le Pandémie est un peu moins cher, donc des fois, si t'es pas sûr, mais le Pandémie Legacy, c'est que c'est une expérience de jeu unique.
dans lequel il y a une narration. En plus, il y a une narration émergente. Donc, il y a plusieurs niveaux de narration. C'est une expérience. En fait, quand c'est sorti réellement, c'était unanime. Là. Il y a très, très, très peu de gens qui n'ont pas apprécié l'expérience Pandémie Legacy. Wow, OK. Bon, là, il faut parler aussi de quelque chose d'autre parce que le temps file, mais c'est quand même étonnant, oui et non, mais le COVID-19 a un impact sur l'industrie du jeu de table, du jeu de société. Tu peux nous en parler un peu? Oui, absolument. Ben, comme ça a un impact sur tout ce qui existe dans le monde. D'ailleurs, il va sûrement y avoir un avant et un après COVID-19. Dans l'industrie du jeu, premièrement, nous, on est touchés là, depuis une semaine ou deux plus sérieusement, mais les jeux sont produits en Chine. Okay? On peut imaginer que depuis janvier, la production de jeux est grandement affectée. Donc déjà, les distributeurs ont un peu plus de difficultés à avoir des jeux. On sent déjà depuis plusieurs mois qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais là, depuis que c'est arrivé ici, tous les événements canadiens et même américains, là, mais on va parler du Canada, tous les événements canadiens ont été annulés jusqu'en juin prochain et il y a des chances que ce soit annulé pour plus tard. Donc, ça affecte toutes les pans de l'industrie, les distributeurs, les éditeurs qui voulaient faire des sorties, qui voulaient prendre des commandes. C'est assez difficile, en fait. Donc, ça met beaucoup d'entreprises aussi, comme les plus petites boutiques, les cafés, ces choses-là, dans des situations très précaires. Donc, il y avait un boom, les gens aimaient ça jouer, mais là, ça crée beaucoup de stress pour l'industrie au complet. On espère que les gens vont s'en sortir, bien entendu. Je sais que c'est pas officiellement encouragé de faire ça, mais si vous avez la chance et si vous voulez vous acheter des jeux, allez-y bientôt. Allez dans des boutiques locales, les boutiques de quartier. En respectant tout ce que la santé publique nous dit de faire, distanciation. Bon, évidemment, on ne dit pas de vous garrocher, mais si tout ça doit durer et peut-être que on peut prendre certains risques d'aller en boutique et faire vraiment attention, mais après ça, on ramène à la maison des jeux qui vont participer en fait à cet isolement-là de façon peut-être plus intéressante que seulement écouter des séries sur Netflix puis jouer à des jeux vidéo. Exactement. D'ailleurs, aussi, il y a quelques boutiques de Montréal là, qui ont commencé à offrir la livraison gratuite. Tout à fait. Fait que ça peut être intéressant, mais au lieu d'aller vers les options un peu à l'américaine et tout ça, on essaye peut-être d'encourager les petites industries, les petites boutiques d'ici. Il y en a plusieurs au Québec. En fait, toutes les villes à peu près ont leur boutique de jeux. À Montréal, on a plusieurs franchises, même plusieurs compagnies différentes, mais effectivement, c'est un excellent appel, Simon, d'aller encourager nos boutiques de quartier. Oui, et tu as glissé rapidement un mot au début sur Balado Ludique. Donc ça, c'est le podcast qu'on fait sur les jeux de société. Et là, on lance juste un petit projet spécial pour venir en aide aux gens justement en isolement. On va se lancer dans des lives sur Twitch où on va parler de jeux de société, on va jouer à des jeux en ligne, tout ça. Donc juste pour vraiment passer le temps, aider les gens à passer un bon moment, qui sont tannés justement de regarder Netflix, qui veulent peut-être s'ouvrir à quelque chose d'autre. Donc ça va être quand même intéressant. C'est une belle initiative. De toute façon, la balado ludique que tu animes, que tu co-animes en fait, on va mettre les coordonnées encore une fois sur la page Facebook de la balado de Fred Savard pour que les gens qui s'intéressent aux jeux de société puissent aller écouter vos épisodes. Vous êtes en pleine... c'est votre vous êtes à quelle saison là? Ouais, on est à notre 7e saison. On approche de notre 100e épisode. Malheureusement, on a été affecté un peu par tout ça. On avait des gros invités qui viennent de France pour le party de fin de saison. On va devoir s'ajuster, mais tout ça n'est que partie remise pour la suite. Simon Jutrop, merci pour cette introduction au jeu Pandémie et à Pandémie Legacy. J'espère que ça va donner le goût aux gens d'aller l'essayer. On se retrouve idéalement... Là, ça fait longtemps qu'on ne s'était pas parlé. J'espère qu'on va se parler un peu plus rapidement, mais Gloomhaven, moi, j'ai pas encore joué. Ça serait intéressant éventuellement qu'on en parle plus en détail. Donc, ça sera votre prochaine mission à la balado Fred Savard de nous parler de Gloomhaven. OK, c'est bon. Je vais mettre ça dans ma pile B. Là. J'avais des sujets plus importants. Ça se peut. Écoute, on va tout prendre. Vous reviendrez plusieurs fois, en fait. Bon, c'est magnifique. Fait que je te souhaite une très bonne journée puis on se reparle bientôt. Merci, Simon. Merci. Alors voilà ce qui termine ce 22e épisode de la saison 2 de la balado de Fred Savard. Je remercie Godefroy Laurando, fidèle complice
qui a relevé le défi de rester à la maison, évidemment, comme tout le monde, mais de nous offrir encore du contenu de qualité. Je remercie Benoît Chartier et Simon Jutras pour leur chronique. Je remercie tous les gens qui nous écrivent, que ce soit sur la page Facebook de la balado ou en privé. Merci d'être à l'écoute. Merci de nous suggérer des sujets, de nous suggérer des invités, de nous faire des commentaires sur la qualité de la balado aussi pour l'améliorer. Alors ça me fait vraiment toujours plaisir. Si vous voulez écouter les épisodes, ils sont tous disponibles sur le fredsavard.com. C'est le site internet de la balado. Il y a tous les épisodes qui sont là. On peut les partager facilement également pour faire découvrir la balado à vos amis. Il y a un bouton pour participer financièrement aussi pour ceux qui ont envie de le faire. Je remercie également Communauto, notre partenaire. J'aurais aimé en parler plus parce qu'on va éventuellement aller en région et c'est avec Communauto qui nous commandite nos voyages. Mais malheureusement, c'est pas possible pour l'instant. Mais merci de nous appuyer. Merci à la gang d'SE Concept également qui nous ont permis de nous équiper, qui nous ont conseillé dans l'achat de l'équipement pour vous offrir cette balado de qualité. Voilà. Donc, merci à tous ceux qui appuient ce projet. Merci d'être à l'écoute. La semaine prochaine, on sera toujours là. On vous offrira un épisode avec d'autres chroniques et les invités, ça va attendre pour l'instant, mais j'ai très, très hâte de pouvoir réinviter des gens, des auteurs, des essayistes, des gens qui nous aident à réfléchir. Et d'ailleurs, parlant de ça, je vous invite à retourner lire Yves-Marie Abraham, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, Guérir du mal de l'infini, lecture qui m'a vraiment, vraiment marqué cette année et qui, en ces temps de pandémie où l'économie est en train de chavirer, il y a une réflexion à avoir sur la suite des choses, parce que j'espère que les choses ne seront pas les mêmes quand on recommencera à vivre normalement. Et en tout cas, sur le plan économique, entre autres, il y a quand même des initiatives intéressantes d'acheter local, des messages en fait qui sont partagés. Et Yves-Marie Abraham, Guérir du mal de l'infini, c'est le livre à lire présentement chez vous, entre autres, après avoir lu quelque chose de peut-être plus léger. Un roman Lequin, peut-être. Voilà. Alors, merci. Et on se retrouve la semaine prochaine.